Vous imaginez boire 10 cafés par jour, tous les jours pendant un an? Non, mais vraiment 10. Pas 2, pas 3, 10. C'est presque une perfusion, quoi. Tu crois que j'exagère? Eh ben non. C'est exactement ce qu'a fait Marc. Et vous allez voir, ça n'a pas été sans conséquence. Pourquoi regarder jusqu'à la fin? Parce que la suite, franchement, elle m'a bluffé. Marc, c'est pas un fou, c'est pas un gars bizarre qui se dit « Tiens, si je faisais une expérience scientifique sur moi-même. » Non, Marc, c'est monsieur tout le monde. La cinquantaine parisien métro-boulot-dodo, un type comme on en croise tous les matins dans le RER, fatigué, mal réveillé, la tête dans l'écharpe qui serre son gobelet en carton comme si sa vie en dépendait. Peut-être même que vous connaissez quelqu'un comme lui. Peut-être même que vous êtes un peu comme lui. Chez Marc, le café, c'est plus qu'une boisson. C'est une religion. Il commence dès le saut du lit. Premier café, noir bien serré. Puis un deuxième parce que le premier était trop rapide, tu vois. Et un troisième parce qu'il faut bien tenir dans les bouchons du périph'. Et là, on n'est même pas encore arrivé au bureau. Et au bureau, c'est la machine à capsule qui tourne comme un moteur diesel. Un café pour démarrer la réunion de 9 heures, un café après la réunion de 9 heures, parce qu'elle était trop longue. Un café à midi avant de manger. Ne me demande pas pourquoi, il disait que ça ouvre l'appétit. Un autre après le repas pour digérer. Et rebelote dans l'après-midi, avec les collègues, entre 2 mails, entre 2 dossiers. Bref, vous voyez le tableau. À la fin de la journée, il en est déjà à 7 ou 8. Et parfois, le soir, encore 2 petits expressos pour ne pas s'endormir devant le GT. Ça paraît dingue. Mais sur le moment, Marc ne voyait pas le problème. Au contraire, il se disait même que c'était ça qui le faisait tenir. Comme si le café était son armure, son carburant, son super pouvoir. Ses collègues rigolaient. « Ah, Marc, tu vas finir par remplacer ton sang par du café. » Lui, il levait les épaules, il souriait et il repartait sans faire couler un. Et franchement, c'est typiquement français, non? On a ce truc avec le café. Tu rates ton train? Café. T'es en retard? Café. T'as mal dormi? Café. T'as un dossier urgent? Café. Même quand on n'a rien à faire, parfois café. On se retrouve au comptoir, on se dit « Allez, en petite noire », comme si ça résolvait tout. Sauf que, à force, le corps, lui, il dit « stop ». Mais ça, Marc, il l'a compris beaucoup trop tard. Marc, il faut que je vous le décrive un peu. Sinon, vous n'allez pas comprendre pourquoi le café, chez lui, c'était presque une extension de sa personnalité. Alors, Marc, c'est pas le cliché du cadre sup en costard-cravate. Pas du tout. Lui, c'est plutôt chemise froissée, veste un peu élimée, mallette remplie de papier qu'il n'ouvre qu'à moitié. 52 ans, divorcé depuis 5 ans, un ado à charge 1 semaine sur 2 et un boulot pas forcément passionnant, mais qui fait sérieusement. Pas de grand hobby, pas de sport. Ou alors il en parlait au passé. Ah oui, j'ai fait du foot au lycée et une vie bien remplie de petites routines. Le matin, c'est baguette de la boulangerie du coin, café brûlant dans sa grande tasse ébréchée. Toujours la même, posée à côté du journal. Il dit « Bonjour au boulanger », qui le connaît depuis 20 ans et déjà là, il a avalé 2 cafés avant de sortir. Le troisième arrive souvent dans une petite cuisine étroite de son appartement, avec cette machine à expresso qui gronde comme une locomotive. Et puis, franchement, le café, c'était son langage. Avec sa fille, par exemple, ils avaient ce rituel. Quand elle rentrait du lycée, il lui proposait « un chocolat chaud pour toi, un café pour moi ». Quand il voyait ses collègues, « Allez, pause café ». Quand il passait au marché le samedi matin, « Tiens, je prends un café au comptoir, je reviens », c'était sa ponctuation, son rythme, son refuge. En France, on a tous un truc comme ça, tu sais. Certains, c'est le verre de vin le soir. D'autres, la cigarette. Marc, c'était le café, son échappatoire. Et comme il vivait un peu seul, ça lui tenait compagnie aussi. Le problème, c'est que c'était pas juste un petit plaisir.
C'était vital pour lui. Il avait l'impression que sans ça, il n'arriverait même pas à fonctionner. Comme si son cerveau refusait de démarrer sans sa dose de caféine. Et d'ailleurs, il le disait souvent, « Sans du café, je meurs. » C'est la phrase qu'on dit à la rigolade. Mais chez lui, il y avait une vraie part de vérité. Son entourage, il se trouvait ça drôle. Ses collègues se moquaient gentiment. « Marc, t'as encore descendu combien de café aujourd'hui? » Lui, il répondait en riant, « Pas assez. » Et puis, il en reprenait un. Sa fille, elle, levait les yeux au ciel. « Papa, tu devrais boire de l'eau parfois. » Mais bon, qui écoute vraiment les conseils d'une ado de 16 ans? Alors voilà. Marc, c'est ce type attachante un peu bourru qui cache sa fatigue derrière une tasse fumante. Un Français comme on en connaît tous. Et c'est ça qui rend son histoire encore plus frappante. Parce qu'on se dit, ça aurait pu être moi, mon voisin, mon père, mon collègue. Et vous, c'est quoi votre rituel? Le petit café du matin? Un thé peut-être? Ou rien du tout? Parce qu'avouez, sans un petit coup de pouce au réveil, la journée paraît bien longue, non? Au début, ça n'avait l'air de rien, juste des petites sensations étranges. Un soir, Marc se couche, il ferme les yeux et là, il a l'impression que son cœur fait des claquettes. Pas le boum-boum régulier, rassurant, non un rythme bizarre, comme une batterie qui s'emballe et qui ralentit aussitôt. Il se dit « Bon, c'est le stress. J'ai trop pensé au boulot. » Et il tourne la page. Mais la nuit, il se réveille en sueur. Pas la sueur d'un cauchemar, non. Une vraie moiteur désagréable, la chemise collée au dos. Il se dit « Il fait trop chaud, faut que j'ouvre la fenêtre. » Sauf qu'on est en novembre. Il fait 10 degrés dehors et son radiateur est à peine tiède. Pas logique. Le matin, il y a des cernes énormes. Alors que fait-il? Il boit plus de café, évidemment. Tu vois, le cercle vicieux, fatigue, café, nervosité, insomnie. Encore plus de fatigue, encore plus de café. Et puis, il a eu ce moment au bureau. Réunion un peu tendue, discussion animée. Et d'un coup, il sent sa main tremble. Pas un tremblement d'émotion, hein? Un vrai petit tremblement musculaire, incontrôlable. Son collègue lui dit « Ça va, Marc? » Lui, il rit. « Ouais, c'est rien, pas dormi. » Mais au fond, ça le perturbe. Tu sais, en France, on a cette culture du « c'est rien ». On minimise. Mal de tête, c'est rien. Palpitation, c'est le stress. Mal au ventre, c'est sûrement ce que j'ai mangé. On ne va pas courir chez le médecin pour chaque petit bobo. Déjà, faut réussir à avoir un rendez-vous sur Doctolib. Et ça, c'est une autre aventure. Bref, Marc fait comme beaucoup. Il banalise. Les palpitations, il les met sur le compte du boulot. Les tremblements, c'est sûrement la fatigue. L'insomnie, c'est peut-être la pleine lune, qui sait. Et il continue sa vie. Mais il y a des détails qui devraient alerter. Comme ce jour où il est dans le métro, ligne 13, bondé comme d'habitude, debout coincé entre deux sacs à dos. Et là, il a un vertige. Pas un petit flottement, non, une vraie impression que le sol se dérobe sous ses pieds. Il se rattrape à la barre métallique, son cœur cogne dans sa poitrine et est en sueur. Il respire un grand coup, personne ne remarque rien, tout le monde est absorbé par son téléphone. Lui, il se dit « Faut que je mange plus le matin » et il se rassoit sur le banc en arrivant au bureau, comme si de rien n'était. C'est ça qui est fou. Quand les signes apparaissent, ils sont là, mais on les étouffe sous 1000 excuses. Et Marc, il était champion pour ça. Ça va passer. Je suis juste crevé. C'est le boulot. Et pourtant, son corps lui envoyait déjà des signaux rouges. Et vous l'auriez pris au sérieux, vous? Un cœur qui botte de travers, un vertige dans le métro? Ou vous auriez fait comme Marc? Un café pour oublier et on repart. Alors, voilà. Les petits signes, ça devient des grands signes, petit à petit, mais sûrement. Marc, il commence à remarquer que son cœur s'emballe plus souvent qu'avant. Avant, c'était une fois de temps en temps, le soir en se couchant. Maintenant, ça lui arrive même en pleine journée. Tu sais, cette sensation que le cœur tape à toute vitesse.
comme si on avait couru, sauf qu'on est assis, tranquille, en train de répondre à un mail. Il y a un après-midi où il sort du bureau et il marche vite pour attraper le métro. Et là, bam, il sent une accélération brutale, comme si son cœur avait raté une marche et qu'il essayait de rattraper le rythme. Ça lui coupe le souffle. Il s'arrête 2 secondes, fait semblant de regarder son téléphone. Le temps que ça se calme, et hop, il repart. Comme si de rien n'était. Mais au fond, il a eu peur. À la maison, sa fille le remarque aussi. Un soir, elle lui dit « Papa, t'as pas l'air bien, tu transpires. » « Mais non, je suis juste fatigué. »« T'as encore bu combien de café? »« Oh, 3 ou 4. » Alors qu'en vrai, il en est déjà à 8. Et c'est là que ça devient sournois. Parce qu'au lieu de réduire, Marc il augmente. Il laisse crever, donc il boit encore plus. Il dort mal, donc il se dit qu'il faut tenir au travail, donc il se fait un énième café. C'est comme mettre de l'huile sur un feu qui commence à prendre. Et puis, il devient irritable. Pas méchant, non, mais nerveux. À la moindre contrariété, il s'énerve. Sa fille lui dit qu'il a changé. Ses collègues remarquent qu'il est plus tendu. Même au téléphone, avec son frère, il s'agace pour rien. Et ça, c'est pas Marc. Lui, d'habitude, il reste plutôt calme, bon vivant. De genre à rigoler même quand ça va pas. Le sommeil, n'en parlons pas. Il met 1 heure à s'endormir. Se réveille 3 ou 4 fois, tourne en rond, se relève pour deviner quoi? Se refaire un café, évidemment. Décaféiné? Ah non, ça, c'est une hérésie pour lui. Il dit « Autant boire de l'eau chaude ». Et puis, il y a eu cet épisode marquant, c'était un vendredi soir. Il avait décidé de prendre sa voiture pour aller voir un ami en province, histoire de se changer les idées. Sa fille était à la maison, il avait préparé son sac, pris l'autoroute, et là, après à peine 1 heure de route, il sent cette espèce de boule dans la poitrine. Pas une douleur franche, mais une oppression, comme si on lui serrait la cage thoracique. Son cœur part dans vrille, ça cogne, ça cogne. Il panique, il baisse la musique, ouvre la fenêtre. Rien n'y fait. Il se range sur une aire d'autoroute, descend de la voiture, marche un peu, ça passe. Mais il a eu peur, vraiment peur. Et tu sais ce qu'il fait en repartant? Il s'arrête au relais et prend un café. Oui, un café. C'est pas de bol, mais c'est lui. Et vous, si franchement, vous auriez fait quoi à sa place? Vous auriez continué comme si de rien n'était ou vous seriez allé voir un médecin? Parce que Marc, lui, il choisit la première option. Toujours. Et puis, un jour, le corps dit stop. Pas un petit stop discret, pas un clignotant qu'on peut ignorer. Non, un vrai coup de frein brutal. C'était un samedi matin, Marc devait conduire sa fille pour un week-end chez sa mère. Rien d'inhabituel. Il charge la valise dans le coffre, il râle parce que le périph' est encore bouché. Classique. Et il se dit qu'il prendra un café sur la route, histoire de tenir. Sauf que ce jour-là, la route, il ne va pas la finir comme prévu. Tout commence à peu près normalement. Autoroute, radio, blabla avec sa fille. Et puis, après une demi-heure, il sent ce fameux battement dans la poitrine. Mais pas le petit truc habituel. Non, là, c'est violent, comme si son cœur voulait sortir de sa cage thoracique. Ça tape, ça cogne, ça s'emballe. Sa respiration devient courte, il a chaud d'un coup, très chaude. Il essaie de rester calme, parce qu'à côté, sa fille lui parle encore de son devoir d'histoire, sans se rendre compte de rien. Mais lui, il blêmit, ses mains deviennent moites sur le volant. À un moment, il sent qu'il ne va pas pouvoir tenir. Alors, il met le clignotant, il sort sur une aire d'autoroute, il se gare en vrac, coupe le moteur. Et là, c'est la panique. Il ouvre la portière, sort de la voiture, prend une grande bouffée d'air. Sa fille descend aussi. Elle voit bien que ça va pas. Elle dit « Papa, t'es tout pâle, qu'est-ce que t'as? » Il ne répond pas tout de suite. Il essaye juste de respirer. Il a cette douleur oppressante dans la poitrine, ce cœur qui bat à 100 à l'heure, cette sueur qui coule dans son dos. Sa fille sort son téléphone. « J'appelle maman. » Il lui arrache presque des mains. « Non, appelle le 15.
Parce que oui, en France, c'est le réflexe, le SAMU. Et là, tu visualises la scène. L'air d'autoroute, des camions qui passent à toute vitesse, des voitures qui klaxonnent et marquent la cinquantaine, recroquevillée contre sa portière. Sa fille paniquée qui donne l'adresse au médecin régulateur. Oui, mon père, il a mal au cœur. Il respire mal, il est tout blanc. 10 minutes plus tard, qui paraissent une éternité, les pompiers arrivent. Gyrophare, sirène. Ils sortent le brancard, l'oxygène, tout le bazar. Sa fille pleure, elle ne comprend pas. Marc, lui, il est allongé. Il sent les électrodes qu'on lui colle sur la poitrine. Le brassard qui serre son bras. Les pompiers qui parlent entre eux. Rythme instable, tension élevée, on l'emmène direct. Dans l'ambulance, Marc se dit un truc fou. Tout ça pour du café? Il n'a pas la réponse, mais il le sent, au fond. C'est pas juste le stress. C'est pas juste la fatigue. C'est autre chose. Et ça fait peur. Et vous, honnêtement, vous auriez paniqué à sa place, non? Parce que là, on n'est plus dans les petites vertiges du métro. Là, c'est le corps qui hurle. Alors, direction les urgences. Tu connais le tableau. Couloir blanc, néons qui grésillent, bip bip des machines, odeur d'antiseptique. Marc est allongé sur un brancard. Sa fille assise pas loin, complètement perdue. Les pompiers l'ont déposé là. Et maintenant, il attend. Parce que c'est ça, les urgences. On attend. Même quand on croit que c'est grave, on attend. Une infirmière lui demande sa carte vitale. Son nom, sa date de naissance. C'est fou quand même. T'as l'impression que ton cœur veut exploser et on te demande ton code postal. Mais bon, c'est le protocole. Elle le branche à un électrocardiogramme, ces petites électrodes collées sur la peau, le moniteur qui affiche une courbe qui monte et descend comme une montagne russe. Marc fixe l'écran et il essaie de comprendre. Il entend l'infirmière dire « Rythme irrégulier, on note tout ça. » Mais elle ne lui explique pas. Elle part. Silence. Et puis l'attente reprend. Autour de lui, il y a de tout. Un gamin qui pleure parce qu'il s'est ouvert le front, une vieille dame qui tousse sans arrêt, un type qui s'est sûrement foulé la cheville et qui râle parce qu'il est là depuis 2 heures. Ça parle, ça soupire, ça râle, les urgences, quoi. Marc, lui, il regarde sa fille assise sur une chaise en plastique, en train de scroller sur son téléphone pour se rassurer. Il se sent coupable. Il se dit « Qu'est-ce que je lui fais vivre là? » Il aimerait plaisanter, dire un truc pour détendre l'atmosphère. Mais il n'a pas la force. Son cœur tape encore trop vite. Au bout d'un moment, un interne passe. Toute jeune, pas plus de 30 ans. Blouse blanche trop grande, stéthoscope autour du cou. Il pose des questions. Douleur thoracique depuis quand? Antécédents familiaux? Vous fumez? Vous buvez de l'alcool? Marc répond comme il peut. Il dit « Non, pas d'alcool, pas de tabac, mais je bois beaucoup de café. » L'interne note, hoche la tête, sans commentaire. Et ça énerve Marc. Parce que lui, il voudrait une réponse, là, tout de suite. Mais à l'hôpital, ça ne marche pas comme ça. On fait des examens, on attend les résultats. Et on attend encore. Les heures vous passent. Sa fille sort acheter un sandwich au distributeur, revient avec une bouteille d'eau, Marc regarde l'eau et se dit qu'il devrait peut-être en boire plus souvent. Tiens, ça le fait sourire, malgré tout. Un sourire amer. Et puis, soudain, une infirmière revient, l'air pressé. On vous monte en cardiologie, on veut faire d'autres examens. Elle dit ça vite, sans plus de détails. Et là, Marc, il sent son ventre se nouer. Parce que quand on t'emmène en cardio, c'est rarement pour un contrôle de routine. Il serre la main de sa fille avant qu'on le roule vers l'ascenseur. Dans sa tête, il n'arrête pas de répéter « C'est quoi ce truc, pourquoi mon cœur fait ça? » Et vous seriez rassuré, vous, à ce moment-là, ou comme Marc, complètement dans le flou, à espérer qu'un médecin vienne enfin mettre un mot sur ce qui se passe. Après une nuit entière à l'hôpital, sans vraiment dormir, bercé par les bips des moniteurs et les pas des infirmières dans le couloir. Marc voit enfin arriver le médecin. Pas un interne pressé cette fois. Un vrai cardiologue, la cinquantaine, lunettes fines, calme.
de ceux qui posent leurs mains sur le dossier avant de parler, histoire de capter ton attention, et s'assoient au bord du lit. Monsieur, on a les résultats. Marc se redresse un peu, le cœur battant. Ironie du sort. Sa fille, restée toute la nuit, se rapproche aussi. Vous avez ce qu'on appelle une arythmie cardiaque. En clair, votre cœur ne bat pas de façon régulière. Parfois, il s'emballe. Parfois, il saute un battement. C'est ce que vous avez ressenti hier. Marc fronce les sourcils. Arythmie. Le mot claque comme un verdict. Il demande « C'est grave ?» Le cardiologue ne dit pas oui, ne dit pas non. Il choisit ses mots. Disons que ce n'est pas anodin. Ça peut être dangereux si on ne fait rien. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a identifié une cause probable. Marc attend, et là, le médecin lâche la phrase qui va lui rester gravée. Vous consommez énormément de café, et la caféine à haute dose, c'est un excitant puissant. Chez certaines personnes, ça provoque exactement ce que vous avez. Une arythmie. Silence. Marc se met à rire, un rire nerveux. Tout ça pour du café? Le médecin ne sourit pas. Oui, mais attention, ce n'est pas juste du café. C'est une accumulation sur des années d'une consommation excessive. Votre cœur a fini par dire « stop ». Marc regarde sa fille. Elle ouvre de grands yeux. « Mais papa, t'arrêtes pas de dire que le café, ça te tient debout. » Il baisse les yeux. « Ouais, ça me tenait debout, jusqu'à ce que ça me mette par terre. » Le cardiologue enchaîne. « Il va falloir réduire drastiquement, voire l'arrêter. On va vous donner un traitement pour stabiliser votre rythme cardiaque. Mais la première étape, c'est vous. Sans changement de vos habitudes, le problème reviendra. » Et là, Marc a comme une révélation. Tous ces matins où il ne se sentait pas réveillé sans sa dose. Tous ces après-midi où il tenait grâce aux gobelets avalés à la va-vite. Tous ces soirs où il pensait juste un dernier pour finir le boulot. Tout ça l'a amené ici, sur un lit d'hôpital, avec sa fille qui le regarde comme si elle le découvrait pour la première fois. Il soupire. Il comprend. Ça, c'est fini, le café. Ou alors, ce sera lui qui sera fini. Quelques jours plus tard, Marc sort de l'hôpital. Il a un sac plastique avec ses ordonnances, un rendez-vous en cardiologie à ne pas rater et surtout une décision à prendre. Parce que le médecin a été clair. Son cœur ne lui pardonnera pas un autre excès. La première chose qu'il fait en rentrant chez lui, c'est regarder sa cuisine. Sur le plan de travail, sa vieille cafetière l'attend, encore tachée par les litres passés. Il la fixe un long moment. Puis il la débranche, la range dans un placard. Pas avec colère, pas avec tristesse. Juste avec cette sensation étrange qu'un chapitre se ferme. Les jours qui suivent, c'est dur. Très dur. Les maux de tête du sevrage, la fatigue qui tombe d'un coup, cette envie presque viscérale de tendre la main vers une tasse brûlante. Il se surprend même à rêver d'un expresso. Mais il tient. Parce que chaque fois que son esprit vacille, il revoit le moniteur des urgences, les chiffres qui s'affolènent, le visage inquiet de sa fille. Et ça vaut toutes les doses de café du monde. Petit à petit, il découvre autre chose. Le goût de l'eau fraîche. L'odeur d'une tisane le soir. Le plaisir simple de se réveiller sans dépendre d'une machine. Son corps s'apaise. Ses battements ralentissent. Et dans sa tête, un calme qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Un soir, assis sur son balcon, il dit à sa fille « Tu sais, je croyais que le café, c'était ce qui me faisait avancer. Mais en fait, c'était ce qui m'empêchait d'aller bien. » Elle sourit. Et lui aussi. Parce qu'il a compris. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Vous aussi, vous avez un petit truc que vous consommez tous les jours. En vous disant « Ça va, c'est pas grave. » Une habitude tellement banale qu'on oublie qu'elle peut nous bousiller à petit feu. L'histoire de Marc, c'est celle d'un cœur qui a dit « stop ». Mais c'est surtout celle d'un homme qui a compris que parfois, ce qu'on croit indispensable, c'est justement ce qui nous détruit. Les mois n'ont pas passé. Marc n'a pas rebu une seule goutte de café. Parfois, il croise l'odeur dans la rue, au coin d'un café parisien, et ça lui arrache un sourire mélancolique. Mais ce n'est plus une tentation. Plutôt un rappel, comme une cicatrice invisible. Aujourd'hui, il marche plus lentement.
Pas parce qu'il est fatigué, non. Parce qu'il savoure chaque pas, chaque respiration, chaque battement régulier dans sa poitrine. Il dit souvent, « Avant, je vivais à 200 à l'heure. Maintenant, je vis à la bonne vitesse. » Sa fille aussi a changé. Elle l'a vu vaciller et ça l'a marqué. Alors parfois, c'est elle qui lui sert une tisane, en riant, « Tiens papa, ton nouveau carburant. » Marc lève sa tasse fumante comme un rituel et il se dit qu'il a gagné une deuxième chance. Parce qu'au fond, son histoire n'est pas celle d'un homme qui a perdu le café. C'est celle d'un homme qui a retrouvé son cœur. Et ça, c'est bien plus fort que n'importe quelle dose de caféine.